Alors, heureusement que René a commandé un Condrieu, Châteauneuf du Pape Blanc, Châteauneuf du Pape Rouge. Et là, ça va beaucoup mieux. Parce que, pour moi, c'est quand même un grand moment de solitude, je ne sais pas si vous savez. Vigo, merci. Merci. C'est un plaisir. Et je profite du privilège qui m'est fait d'avoir ce micro pour commencer par des félicitations. Parce qu'en fait, j'aime ce cinéma-là, et surtout j'aime le parti pris de l'écriture. Cette écriture qui est précise et qui surtout laisse une respiration et un imaginaire au spectateur. Et donc ça, sans imaginaire, il ne peut pas y avoir de cinéma, de bon cinéma. Et aujourd'hui, ce qui nous fait défaut, c'est ça, c'est la perte de l'imaginaire. Et donc ce film-là, extrêmement précis, extrêmement bien écrit, nous donne cette possibilité de chacun se faire sa version du film, cette vision de cette mer au fond, enfin, de cette mer au dernier plan, qu'est-ce qui va se passer, voilà. Donc merci, et puis merci aussi parce que vous avez fait un véritable film féministe. La femme a une importance essentielle, majeure, elle est libre, elle est forte, elle est indépendante, et ça, donc, au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'essentiel à dire. Merci beaucoup. J'aime que le film soit du spectateur. Et vous, c'est votre film maintenant, c'est pas mon film. L'interprétation du spectateur, c'est tout. J'aime pas souligner tout et expliquer tout. Je pense que le spectateur est intelligent. Ils peuvent, s'ils aiment les premiers 10 minutes, 15 minutes, si ça marche, ils vont faire son film, du film que j'ai fait. Et j'aime que vous aimez le film, apparemment. Je suis content. Alors, quel est le point de départ de cette histoire? Quels sont les premiers mots écrits sur la page blanche? La première image qui m'est venue, c'est d'une petite fille qui joue, qui rêve dans une forêt d'érables, de chênes. C'est une image qui vient de ma mère, ce que je sais de son enfance, et les paysages où elle a grandi. J'ai commencé avec cette image, c'est une histoire que j'ai écrite pendant la pandémie, en 2020. Et au début, je ne savais pas si c'était un western, c'était simplement une histoire d'une fille forte, indépendante, libre. Et puis j'ai pensé, peut-être il sera mieux de commencer avec les faits avant de montrer les causes des choses. Et puis c'est pour ça que la première scène, c'est Viviane à la fin de sa vie. Et puis j'ai commencé à construire l'histoire par ça. Et vous aviez une idée des personnages que vous aviez créés autour? Votre personnage, qui est quelqu'un quand même par rapport à cette société, qui est quand même quelqu'un de progressiste, de cultivé, qui est à compte courant de ce qui se fait à cette époque-là? Ouais, j'ai commencé avec la famille de la petite Viviane, et puis le voyage à l'ouest, à San Francisco, et puis j'ai commencé à trouver des autres personnages pour l'histoire. C'était peu à peu. J'avais le moment final de l'histoire au début, et puis c'était question de construire le reste. Je ne savais pas qu'on allait avoir le personnage de Weston, par exemple, joué par Solly McLeod, jeune acteur de l'Écosse, très bon acteur, rôle difficile.
d'être si charmant et si violent à la fois. Ouais, c'était peu à peu. J'avais le temps, comme tout le monde, pendant la pandémie. Et j'ai réfléchi, j'ai écrit cette histoire. Basiquement, c'est ça qu'on a tourné à la fin. Mais j'ai décidé que, quand je savais que ça allait être un western, bah, j'ai grandi comme tous les garçons, beaucoup des garçons de ma génération, avec une variété de westerns au cinéma, à la télévision. C'est pas comme ça maintenant, c'est bien différent à ce que les enfants peuvent voir aujourd'hui au cinéma. Et j'aime beaucoup les westerns et je voulais faire un western dans l'esprit, en respectant les traditions des meilleurs westerns classiques. Et quant à la photographie, tous les détails, sauf la différence importante que nous nous concentrons sur le personnage principal féminin, et on reste avec elle quand son partenaire masculin part à la guerre. Le western en plus permet de travailler des sujets d'actualité et de les décaler dans le temps. Vous pouvez vous dédouaner un peu de... Parce qu'en fait, vous nous faites deux propositions de société. Une société où règne la corruption, la violence, le mensonge, le racisme, et de l'autre côté, une société progressiste, féministe, cultivée. On vous voit avec des livres à la main, quand même. On vous voit visiter une exposition. Et à partir de ce moment-là, vous nous donnez à choisir, enfin, vous nous donnez à voir ce que est Viggo Mortensen. C'est-à-dire, aujourd'hui, au mois de novembre, je ne sais pas si vous allez voter, mais je sais pour qui vous ne voterez pas. Vous avez raison. Non, je pensais que, généralement, une histoire d'une femme, et c'est la femme qui est au centre de l'histoire, de cette histoire, une femme qui est en train de créer des frontières pour elle-même, comme personne, comme femme, libre, indépendante, forte, unique. C'était intéressant de placer, de mettre cette histoire d'une femme dans un endroit où il y avait physiquement une nouvelle frontière. C'était pas fermé. C'était une société hors la loi, avec plein de corruption, où les hommes dominent tout, quelques hommes. Et je trouvais ça intéressant de mettre cette histoire des frontières féminines dans ce moment historique. D'ailleurs, le coup de foudre que vous avez pour Vivienne, Vicky Krieps, qui est exceptionnel dans le film, c'est un moment où elle envoie balader ce type-là qui est assez odieux, qui est... Voilà. Et ça, pour vous, c'est un coup de foudre à ce moment-là. Oui, je crois que pour les deux. Mais ils sont les deux un peu... Ils sont courageux, les deux, mais ils sont timides et, on va voir, têtus, les deux. Ils sont... C'est une belle relation de confiance. J'aime ça dans cette histoire, que le pardon est très important. On se pardonne, on pardonne l'autre. C'est important, c'est plus important que la vengeance ou la guerre ou le mal. C'est pour ça que je pense que vous êtes, dans le rôle que vous vous êtes construit, vous avez un côté, dans le contexte de ce moment-là, de cette époque-là, vous avez un côté progressiste, c'est-à-dire que
l'enfant que vous acceptez, somme toute, assez facilement, qui n'est pas le vôtre, c'est quand même une marque de réflexion. Oui, Olsen avait montré, même s'il part à la guerre contre l'idée de Vivienne, dans la scène où il annonce qu'il va partir, elle dit qu'elle a trouvé du travail dans la ville, dans le village, et il ne sait pas comment réagir, mais il accepte. On voit de temps en temps pendant cette histoire que Olsen est un type qui est capable d'évoluer, de changer, de s'adapter. C'est pour ça que, entre autres raisons, que je dis que c'est une relation de confiance. Quand on revient de la guerre, c'est à lui d'accepter, de s'adapter à la nouvelle situation. C'est pas tout le monde qui allait faire ce qu'il fait, mais c'est pas facile pour lui. Au début, il n'est pas sûr. Et puis on voit qu'il aime Vivienne. Il va essayer de connaître ce garçon. À la fin, il est obligé, il est seul avec ce garçon. À la fin, il n'y a pas d'autre chose à faire. Oui, parce que votre engagement, partir pour combattre pour se battre pour l'abolition de l'esclavage, c'est aussi sacrifier un amour naissant et un amour plein déjà, par ses propres convictions, pour ses propres convictions. C'est une décision d'un homme, à mon avis, juste, un homme libre. Et même si elle n'est pas d'accord, elle accepte, parce qu'elle est aussi une femme libre. Ils sont sur un pied d'égalité, en fait. Plus ou moins. Il y a des erreurs, surtout d'Olsen. Ils sont fiers, les deux, ils sont têtus, les deux, mais ils s'aiment, et ils se pardonnent, ils s'acceptent. J'ai remarqué que sur la scène d'amour, les deux gestes sont identiques. Quand ils font l'amour, ils se posent la main dessus, chacun, c'est le même geste. C'était une volonté, bien sûr, j'imagine, de... Oui, il y avait une partie qui était écrite comme ça, mais à la fin, on a joué la scène comme ça, et je trouvais ça exact, et c'était bon pour la relation qu'on était en train de construire. Il y avait un autre moment, on a préparé bien tous les jours de tournage, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour faire ce film. On n'a pas improvisé beaucoup, mais on a beaucoup parlé. J'étais ouvert tous les jours à l'équipe, aux acteurs. Si une phrase n'était pas la bonne, on a parlé, mais généralement, on avait tout préparé en avance. Mais il y avait un moment entre nous qui fonctionne dans le film très bien. La scène quand ils reviennent à la guerre, par exemple, et lui demande, il est en train de regarder le garçon parce qu'il la doute, c'est mien ou pas, c'est l'ego, quoi. Et c'est normal, il le regarde deux fois. La première fois, il pense, ah, j'ai un enfant. Et la deuxième fois, ah, c'est peut-être pas mon enfant. Et c'est différent, le regard. Et puis elle demande, how was your war? Comment était ta guerre? Et puis il répond, ce n'est pas dans le scénario, c'est une idée qui est arrivée en ce moment, et la tienne. Et c'est pas que c'est une question terrible. Ouais.
Et il ne comprend pas. Il va prendre. Il va comprendre. Et elle lui répond, c'était contre ma volonté, et il la croit immédiatement. Quand lui dit, donc c'est ton enfant, oui, mais c'est contre ma volonté. Et il n'y a pas, il ne surélève pas, il la croit immédiatement. Oui, il la croit, mais il a la chose de l'homme qu'il veut la vengeance immédiatement. Plus de violence. Pour combattre la violence, c'est le problème. Pour la plupart des hommes, peut-être. Mais c'est pas possible dans ce moment. Il reste avec elle. C'est l'idée. C'est le bon choix. Alors, il faut qu'on parle aussi de votre conception de la société, parce que là, vous, et peut-être même involontairement, volontairement ou involontairement, vous rejoignez donc une thématique fordienne sur la conception de la société. Ford travaille la société multi-ethnique, multiraciale, et qui passe par l'immigration. Donc là, ça renvoie directement à Ford, et puis ça renvoie à quelqu'un pour qui on a beaucoup d'admiration, c'est Michael Cimino, et Cimino travaille aussi ce côté pluriracial et l'immigration. Donc il y avait une idée de, immédiatement, en plus, vous êtes un immigré danois, elle est passée par la France, le Québec, donc l'immigration se pose immédiatement. Et on écoute en anglais des accents irlandais, anglais, des gens qui viennent de partout, mais c'était la vérité. En ce moment, historiquement, c'était comme ça, un mélange des gens, des cultures, des langues. Et c'est vrai que Cimino dans Heaven's Gate ou John Ford, The Searchers, ou les autres films ont montré ça. Mais normalement, dans le western classique, même les bons, les meilleurs exemples du western classique, c'est pas normal. Normalement, il semble que tout le monde dans ces histoires sont de Californie ou de Texas. Il n'y a pas ce mélange qui était la vérité et qui est la vérité maintenant. C'est seulement en ce moment et maintenant, et pas seulement aux États-Unis, c'est seulement des gens, disons, nationalistes ou, je sais pas, États-Unis pour les Américains. Qu'est-ce que ça veut dire? La France pour les Français, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'aberration. Ça a toujours été un mélange de culture, des langues, des races. Et on voulait mettre ça, et le film commence en 1861. C'est seulement 12 ans après la guerre, 11-12 ans après la guerre contre le Mexique. Et puis le village de Elk Flats, c'était Mexique, 2 ans avant. Et c'est pour ça qu'il y a un mélange de gens dans ce pays qui parlent espagnol. Il y a les maisons, les bâtiments dans le village, il y a des adobés, il y a des nouvelles constructions qui sont des anglos, qui sont de bois, comme à l'est des États-Unis, un mélange de cultures. Alors, chers amis, chers collègues, je me tourne vers vous, malgré tout. Parce que Vigo attendait un peu, il paraît, à Paris, il attendait un peu des réactions des exploitants qui étaient à la salle, et il n'a pas eu énormément, d'après ce que j'ai compris. Il n'y a pas de pression. On a bien parlé avec les exploitants à Paris après, longtemps, et c'était bien allé. Je comprends. Je suis aussi timide. J'ai appris à... C'est une performance que je fais maintenant. Je suis très nerveux. Je comprends. Vous avez des questions? Je suis ici pour essayer de répondre. Votre français est magnifique. Votre français est magnifique. J'utilise pas beaucoup. Ah, il y a une question. Un micro, s'il vous plaît. Jeune homme, approchez-vous. Beaucoup
musique aussi. Est-ce que c'est vous qui avez réalisé cette musique et qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce qu'elle est vraiment exceptionnelle avec le rythme du film et avec les acteurs. Merci beaucoup. Et oui, la musique, ça peut sembler contre-intuitif, mais j'ai composé et enregistré la plupart de la musique avant le tournage, bien avant. Et pour moi, c'était utile pendant le tournage et le montage parce que je savais comment faire le ton, la durée, les plans que je voulais utiliser pour faire les transitions et quelques scènes, quelques séquences. Bon, j'ai partagé cette musique avec le directeur de la photographie, par exemple, avec quelques acteurs. Mes producteurs, Regina Solorzano, Jeremy Thomas, pour monter l'idée, l'ambiance, le ton du film, au moins. Et bon, ça m'a beaucoup aidé avec quelques scènes, quelques transitions pendant le tournage et aussi le montage. Ça m'a aidé à avoir le temps pour réfléchir avant de tourner et pour préparer tout pour le tournage et le montage, comme je dis. Et puis le mixage de son, c'était à part. Il y avait une influence de la musique sur presque tout pour le film. Parce que j'ai appris, quand j'avais fait Falling, mon premier film en tant que réalisateur, j'ai appris rapidement que le montage des images, c'est pas très différent au montage de la musique. J'avais l'expérience avec ça pendant 20 ans. Et le mixage de son. Et j'ai vu que le montage des images, c'est beaucoup. Bon, c'est une question de rythme, de timing, de musique. Et puis après le premier film, je savais que ça allait être utile pour moi d'avoir la musique avant. Pas pour tout, mais presque tout. Et d'ailleurs, dans un monde qui va très très vite, des fois trop vite, un cinéma qui va très très vite aussi, un plan toutes les 2 secondes, votre film c'est une éloge de la lenteur aussi. C'est de prendre le temps. Quelque part, ça renvoie, on est sur du western classique, mais à ce moment-là, ça renvoie plutôt du côté de Sergio Leone. Il y a cette forme d'inspiration japonaise sur la lenteur, quoi. Oui, mais ça dépend de quel genre de film on veut faire. J'ai fait 2 films avec Lisandro Alonso, j'aime beaucoup son cinéma, mais c'est un peu différent. Le film Jauja ou Eureka, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est beaucoup plus long que ce film, mais c'est un autre genre. Ça a du sens dans son cinéma. Pour moi, je ne peux pas faire ça tout le film. Il y a un moment où les choses doivent se passer plus vite. C'est ça, trouver l'équilibre. Et avec ça, avec l'équilibre de la vitesse, et quand mettre un peu plus de vitesse, la musique m'a aidé avec ça aussi. Alors, parlons de cette actrice extraordinaire, parce qu'elle a une carrière internationale, mais aussi européenne. On l'avait adorée dans le film Mathieu Amalric. Elle est bouleversante et tout. À quel moment vous avez su que vous alliez lui proposer le rôle? Bon, j'avais pensé à 2, 3 femmes différentes, parce que même si je veux avoir Vicky Krieps, c'est pas sûr qu'elle
elle va pouvoir, ou qu'elle va être disponible, ou que voilà, il se peut qu'elle n'aime pas le personnage ni l'histoire, on ne sait jamais. Mais l'idée c'était elle, parce que je trouve qu'elle a une présence spéciale, elle est unique. Je la voyais comme une actrice avec peu de vanité, qu'on pouvait croire qu'elle était une femme du 19e siècle. C'est ça. Et puis, dans tout ce que j'avais vu, j'avais pas ressenti, j'avais jamais vu ou senti un moment faux dans son jeu. Et c'était exactement comme ça pendant le tournage. Même si une prise n'était pas la meilleure, c'était pas... Elle était bonne quand même. Il y avait toujours quelque chose du vrai dans son jeu. Et elle a une chose qu'on ne peut pas expliquer, c'est le mystère du cinéma. Il y a des gens qui ont quelque chose qu'ils peuvent jouer dans le silence, qu'on écoute, on sent, on voit ce qu'ils pensent quelque chose, qu'ils sentent quelque chose. Et dans ce film, c'était important pour moi, pas seulement avec son personnage, Vivienne, mais les scènes entre Vivienne et Sully, les scènes entre Vivienne et Olsen. Il y a plein de moments où il y a la communication entre les mots, ou dans le silence. Et c'était très important pour moi d'avoir une actrice qui était capable, qui avait ce talent, cette présence. Et quand elle a dit oui, je veux le faire, j'étais très content. Nous étions tous contents parce que là, on savait que si je faisais mon travail d'une manière, si notre travail d'équipe était à la hauteur de ce que Vicky pouvait faire, on avait l'opportunité de raconter l'histoire que je voulais raconter d'une femme forte, indépendante, unique, émouvante. Et c'est ça. C'était génial. Quand elle a dit oui, ok, now we have to get to work. Super. Et vous nous disiez lors du repas que vous ne deviez pas jouer ce rôle-là. Vous aviez un acteur qui était pressenti. Oui, c'était un peu au dernier moment. Qui nous a, son représentant nous a informé que c'était pas possible pour lui. Et j'ai essayé avec des autres acteurs, mais même s'ils aimaient le personnage et l'histoire, ils n'étaient pas disponibles. Et puis c'était entre le choix de faire le film dans un an ou deux, quand les autres étaient disponibles, ou si je voulais le faire maintenant, je voulais le faire parce que je pensais que si on attend, il se peut qu'on va jamais le faire, le film, ça se passe. Et c'est bon, j'ai dit, je peux le faire, mais je dois changer de personnage, il doit être beaucoup plus vieux et différent que le personnage que j'avais écrit. Mais les autres producteurs ont dit oui, tu peux le faire, ça nous va. Mais j'ai dit bon, je dois parler avec Vicky et voir si elle est d'accord, parce que c'est elle qui doit m'avoir comme partenaire. Ouais. Elle n'a pas dit non. Et elle a dit oui. Elle a dit oui. Et moi, j'essayais d'expliquer, et avant de... Je parlais des autres choses, mais je voulais parler d'une autre chose. You should do it. Elle a dit,
c'était ça que je voulais dire. Oui, je le sais. C'est toi, c'était toujours toi, mais je dois changer l'âge et les choses. Ça me va, il a dit, et puis c'était comme ça. Et vous vous souvenez de la différence entre le personnage initial que vous aviez prévu et la modification après pour faire le vôtre? Quelle était la différence des deux? Là, je suis beaucoup plus âgé, Oui. pour commencer. Et puis, il était toujours scandinave. Donc il ne Mais parlait à pas. cause de prendre le rôle, il est devenu. Il y avait des autres détails. Il est devenu danois, et puis il y avait le passé au Danemark, la guerre de 3 ans entre la Prussie et le Danemark en 1848. Ça donnait quelque chose à l'histoire, à la relation. Je ne pense pas à ça maintenant, c'est comme Vicky, je ne peux pas imaginer une autre Vivienne, c'est impossible. Elle est si formidable et si parfaite. Alors les lieux de tournage sont exceptionnels. Il y a plusieurs géographies qu'on va voir. Vous avez tourné à quel endroit? Presque tout au Mexique, dans l'état de Durango, où il y a une variété de paysages, le désert, des montagnes, forêts, des rivières, un peu de tout. Et puis quelques jours, tout au début du tournage au Canada, avant l'hiver, au Canada à l'est, où le paysage de la forêt, des érables, des chênes, pour la petite Viviane et sa maison, la scène entre Viviane et sa mère, et le père qui part à la ville, qui traverse la rivière, bon, le Saint-Laurent, et puis à l'ouest pour toute la fin, ce qu'on voit du film. Alors, le paysage, là, avec ses reliefs particuliers, c'est Les rochers. les rochers. Alors, Mexique. je vais vous dire une bêtise, mais je vous la dis quand même. En dehors de la couleur, ça m'a fait penser à un concentré de Monument Valley, en fait. Où Ford tourne tous ses westerns. Ça m'a fait... Il y a eu une bascule que j'ai pas pu maîtriser. Je me suis dit, c'était un concentré de Monument Valley. C'est pour ça que je me suis dit, peut-être que là aussi, il peut y avoir une référence à Ford à ce moment-là. Je voulais avoir des personnages, des paysages qui étaient comme les paysages qu'on peut trouver aux États-Unis. Et je suis, bon, tous les détails, les arbres, tout devait être. Même le jardin de Vivienne, on a travaillé avec ceux qui ont aidé à faire le jardin dans les différentes stades d'époque. Il y avait des fleurs qui sont venues avec des fleurs. Je dis non, à l'époque, il n'y avait pas ce genre de fleurs aux États-Unis. Ah bon, il faut avoir. On a travaillé tout ça. Et puis les paysages sont comme aux États-Unis, mais avec l'avantage qu'on n'a pas tourné dans beaucoup de ces endroits. Quand on a fait la location, le travail de scouting, bien avant le tournage, pour trouver des endroits pour tourner, c'était souvent que j'avais dit, bon, c'est parfait ce lieu. Est-ce qu'on a filmé ici avant? Non. Plusieurs fois. Oui, voilà, c'est ça. Quelques endroits, oui. Mais c'était intéressant parce que il y a tant de westerns qui sont tournés en Californie pendant les années 50, disons, et début des années 60, et puis après Arizona, New Mexico, et bien sûr en Espagne. Je sais qu'on a tourné
dans la camarade aussi, au début de l'histoire du cinéma. Mais en Allemagne, l'Allemagne de l'Est aussi, pendant les années 70. Mais je voulais avoir des... Mais je peux voir dans les films qui sont tournés en Europe que c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes arbres, c'est pas la forêt différente. Pour la plupart du public, on n'est pas conscient de ça, mais ça me dérange. Par exemple, un film que j'aime beaucoup et que m'a inspiré, entre autres films, d'essayer de devenir acteur, c'était The Deer Hunter de Cimino, un grand film. Mais ils sont en Pennsylvanie. Et c'est and it's supposed to be a white-tailed deer. Ça va. Et les montagnes sont à l'ouest, Rocky Mountains, and it's an elk, comme on dit, elk. Comment ils font la chasse, c'est complètement incorrect. Mais j'aime le film. Ça peut être la même chose. Si le film, si c'est un bon film, c'est la même chose, mais pas pour moi. Si je vais faire le film, faire l'effort avec l'équipe, un travail collectif brutal, je veux avoir tous les détails. Que ça soit bien fait. L'apparence. Mais Cimino, c'est comme Ford. Il ne travaille pas le réalisme réaliste, il travaille le réalisme légendaire. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les paysages, c'est... Voilà. Alors, on va terminer cette discussion sur la fin du film, parce que chaque spectateur pourra donner sa version. Mais est-ce qu'on peut avoir celle de Viggo Mortensen comme explication ou comme vision? Moi, je ne veux pas expliquer tout. Une dernière question. Quelqu'un au centre, madame. Bonsoir, merci pour ce très beau film, ce très beau western intimiste. Le duel de fin avec cet enfant au milieu est magnifique, très original. Moi, j'ai juste une question. Au moment du générique, vous dédiez votre film à une femme. Qui est cette femme? J'ai lu Grace, quelque chose. C'est ma mère. Ah. Ouais. Merci. Dédié à Grace Campbell Atkinson. Ouais. Merci. Merci à vous. Merci. Merci à Victor de faire possible cette projection. Merci beaucoup.